Euphoria saison 3 épisode 6. Roux va-t-elle s'en sortir? C'est la question que tu te poses, que tout le monde se pose. Début de réponse dans l'épisode 6. On analyse ça tout de suite. Hello, c'est votre gars Wallstar, ce relais du multiverse. Aujourd'hui, on va parler de Euphoria, épisode 6 de la saison 3, la dernière saison. Donc franchement, les choses commencent vraiment à avancer. Il ne reste que 2 épisodes après celui-ci pour conclure la série. Donc les enjeux sont là, sont présents. Donc on va pas perdre de temps. L'épisode commence par un flashback d'Alamo quand il était enfant. On le voit vivre avec sa mère célibataire dans une situation assez compliquée financièrement. Sa mère lui présente un homme, Preston, qui est assez défiguré, mais extrêmement gentil, qui essaie tout de suite de créer un lien avec Alamo. Le détail important, c'est qu'Alamo est encore très innocent en ce moment-là. Il a à peine 10 ans, je pense. Et quand Preston arrive dans leur vie, il remercie littéralement Dieu de l'avoir mis sur son chemin. Honnêtement, au début, on comprend pourquoi. Preston est adorable avec lui, il lui donne des snacks en cachette, il prend soin de sa mère, il veut construire quelque chose avec eux, et ça, c'est pas rien. Puis Preston touche une énorme somme d'argent grâce à son accident qui l'a défiguré, et leur vie change complètement. Ils passent d'un appartement modeste à une vie ultra luxueuse, des vêtements chers, des bijoux, une grande maison, un confort total. Et pendant un instant, on dirait presque qu'Alamo a enfin trouvé une vraie famille. Mais le moment le plus triste arrive quand Preston annonce qu'il veut demander à sa mère en mariage. Parce qu'en rentrant, plus rien. Appartement vide, tous les bijoux disparus, plus rien. La mère d'Alamo décide de quitter Preston, qui la supplie, il est à genoux, il la supplie de pas partir, mais elle s'en va. Et c'est là qu'Alamo, ils arrivent à un endroit, en fait, chez un ami de la mère d'Alamo. En fait, ce n'est pas qu'un ami, ça a l'air d'être plus que ça a l'air d'être certainement son vrai copain, son vrai amoureux, en fait. Et là, Alamo comprend que sa mère l'a manipulé depuis le début, elle a utilisé Preston uniquement pour l'argent avant de l'abandonner. Franchement, cette scène explique totalement le personnage d'aujourd'hui. Ça explique sa paranoïa, sa haine du mensonge, son obsession du contrôle, sa peur d'être manipulé, et surtout le fait qu'il ne fasse confiance à personne. Et la phrase qu'il se promet, c'est qu'aucune femme ne lui fera jamais ce que sa mère a fait à Preston. À partir de là, le personnage est brisé psychologiquement. Après, retour au présent, donc retour après le cliffhanger du dernier épisode, où Roux est enterré dans le sable avec uniquement sa tête qui dépasse, pendant qu'Alamo lui tourne autour à cheval avec une sorte de club de golf. Franchement, la scène est super étrange. Il y a un côté presque absurde, mais aussi extrêmement oppressant. On sent qu'Alamo adore terroriser psychologiquement les gens avant même de passer à la violence. Vraiment, Alamo, c'est un personnage, c'est vraiment quelqu'un. Et la série joue énormément sur le malaise ici. Bon, on a l'habitude avec Euphoria. Après, du coup, on passe à l'histoire de Faye. Roux explique ensuite comment elle connaît Faye. Et là, on comprend ensuite tout le plan. Le but est de récupérer une photo de la clé et d'en faire une reproduction avec une imprimante 3D. Donc, Roux appelle Faye. Donc Faye est sur les chiottes à cause de... Elle est en train de... Vu qu'elle est testeuse de drogue et qu'elle teste les drogues qui ont été volées, ils ont été remplacés par du laxatif, elle est sur les chiottes, elle a la diarrhée. Et la scène, elle est un peu comique parce que, comme souvent dans le forêt, la série mélange constamment humour absurde avec un danger réel. Euh, c'est voilà en fait Roux est complètement submergé parce que Alamo est en train de la menacer, donc elle essaie de convaincre Faye de prendre en photo la clé. Mais Faye déjà, elle est complètement perchée. Elle est amoureuse en plus de son nouveau copain qui lui fait un tatouage Nazi dans le bas du dos en lui disant t'inquiète pas, c'est plus beau qu'un papillon. Après, donc Ro lui dit mais alors tu fais partie des NAZD. Et elle lui dit non, c'est juste son copain qui a tatoué ça dans le bas du dos. C'est typiquement le genre d'humour ultra gênant qu'Euphoria adore faire. Mais derrière ça, Roux lui rappelle quelque chose d'important à cause de Fez est en prison. C'est à cause d'elle que Fez est en prison. Donc du coup, Roux essaye de jouer sur la culpabilité et lui explique que c'est littéralement une question de vie ou de mort aussi pour elle, à ce moment-là. Et là, Fez commence à hésiter, surtout quand Roux lui promet une somme d'argent. On sent que tout le monde commence à préparer un énorme coup contre Laurie et honnêtement, plus l'épisode avance, plus on sent que tout ça va très mal se finir. Après, on a la rencontre entre Alamo et Laurie. La scène chez Alamo est probablement une des scènes les plus stressantes de l'épisode. Tout le monde est armé, personne ne se fait confiance.
Chaque dialogue donne l'impression qu'une fusillade peut éclater à n'importe quel moment. Laurie essaie de calmer les tensions, mais on comprend vite qu'elle manipule tout le monde. Alamo refuse de vendre du fentanyl pour lui, parce que vraiment c'est une drogue qui tue énormément de gens, et il refuse, malgré son côté, ok, il fait des trucs vraiment pas nets, mais il refuse de vendre du fentanyl, parce que c'est vraiment la drogue de la mort. Et Laurie le fait chanter en lui disant que s'il refuse, elle balance toutes les preuves aux flics. Du coup, il accepte de transporter les 80 kilos de fentanyl. Et Roux avait discrètement sorti son portable pour que la DEA écoute toute la conversation. Franchement, cette scène est super importante parce qu'on voit Roux devenir un vrai agent infiltré, malgré elle. Mais surtout, on retient un truc, c'est qu'Alamo protège d'une certaine manière Roux, ou alors il la soupçonne déjà, c'est pas clair. Mais quand Laurie propose Roux qu'elle fasse le transport, Alamo refuse et dit qu'il a des gens de confiance pour ça. C'est un peu bizarre. Et honnêtement, ça rend la situation encore plus tragique parce qu'on sent qu'il commence à avoir confiance en elle d'un certain côté alors qu'elle est en train de le balancer. Et là, on a une petite scène un peu intense où il serre la main à Laurie et quand il lui serre la main, il lui dit que si vraiment elle essaie de l'entuber, il vient sur elle comme Hiroshima, Nagasaki. C'est le deal tourne mal, donc franchement là tu comprends que la guerre elle est vraiment pas loin d'éclater là. Le deal doit être respecté sinon ça va partir vraiment en vrille. Après, on retrouve Roux avec les agents de la DEA, la DIA. Ils lui disent qu'elle a fait son travail et que normalement tout le monde devrait finir en prison. Mais honnêtement, tu sens que Roux elle-même n'est plus sûre de ce qu'elle fait. Parce qu'elle est coincée entre la police, Laurie, Alamo, les histoires avec les relations entre ses amis, les relations avec Jules, sa culpabilité, son envie de changer. Et mentalement, dans cet épisode, vraiment on voit qu'elle est mentalement épuisée. Elle s'en remet beaucoup à la religion. On passe du côté de Maddie, qui veut vraiment devenir indépendante. Elle essaie de construire vraiment quelque chose pour elle-même. Elle enchaîne les shootings avec les filles du club qu'elle a rencontrées la dernière fois via Alamo. Cassie est bien sûr présente. Et surtout, elle veut transformer ce milieu en vrai business rentable. Elle y voit un gros potentiel. Elle explique qu'elle veut aider les filles du club à entrer dans le vrai monde. Franchement, pour une fois, Maddie réfléchit à son avenir. Elle veut être indépendante, gagner son argent, arrêter de dépendre des hommes. Mais en même temps, Alamo, il reste très très méfiant, vous le connaissez. Il veut pas laisser ses filles sortir tout ça, sortir comme ça. C'était pas ce qui était prévu dans le deal. Donc lui, vous savez, il est très sage à cheval sur les choses. Donc encore une fois, elle utilise ces métaphores bizarres pour parler du danger de faire confiance aux autres. Donc on sait pas si le deal va aboutir ou pas. Donc on verra ça au prochain épisode. On passe sur la scène, une des scènes qui m'a le plus touché, c'est la scène entre Roux et Jules. Et donc vraiment, Roux revient voir Jules et lui avoue enfin ce qu'elle veut vraiment. Déjà, elle est sobre depuis un certain moment, elle a arrêté de compter les jours, donc ça prouve qu'elle est vraiment bien partie pour rester sobre. Elle lui dit qu'elle veut construire une famille, avoir une vie normale, se réveiller à côté de quelqu'un qui l'aime et qu'elle aime aussi. Et pour une fois, Roux paraît totalement sincère, ouverte. Mais Jules lui explique qu'elle veut voir leur relation comme une sorte de qu'elle voit leur relation comme une sorte de fantasme. Là, direct, waouh. Roux lui répond alors quelque chose de très violent que la relation que Jules entretient avec Ellis ne mènera à nulle part parce que Jules fuit les relations réelles et que la relation qu'elle a avec Ellis, bah déjà c'est un homme marié qui lui fournit un appartement juste pour avoir du plaisir sexuel avec. Enfin c'est n'importe quoi. En plus le gars est possessif. Donc après là tout explose. Jules sera complètement, elle lui balance sa peinture sur laquelle elle est en train de travailler, elle la balance sur Roux, elle lui dit de partir, en plus elle lui dit de partir parce que Ellis arrive dans 45 minutes. Donc là, Roux est complètement détruite émotionnellement. On a un plan de elle dans l'ascenseur quand elle redescend, quand elle part chez Jules, où vraiment on voit l'expression Zendaya, un jeu incroyable. On voit sur son visage vraiment que ça l'a très très mal. On ressent une vraie tristesse dans cette scène parce qu'on voit deux personnes qui s'aiment probablement encore mais qui sont devenues incapables de se sauver mutuellement. Après on passe du côté de Cassie et Lexi. Où, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, Cassie avait décoché une audition, enfin, à son audition, elle avait décoché un petit rôle dans la série Elena, il me semble. Donc c'est parti pour cette scène-là. Donc, c'est parti, donc elle obtient son petit rôle, donc c'est parti, tournage. Et pendant qu'elle tourne, elle fait une impro et elle commence inconsciemment à jouer sa propre souffrance. Et les showrunners adorent ça parce que ça paraît ultra réel et ils veulent carrément l'intégrer à la série. Mais pour ça, ils lui disent elle doit cesser ses activités sur le site de OnlyFans, tout ça.
Et c'est un détail assez important car Cassie essaye enfin peut-être de tourner une page pendant que ce temps Lexi, sa sœur, reçoit une proposition pour écrire sur la saison, pour écrire en fait le personnage de Cassie. Donc là on voit bien une parallèle, c'est que Cassie transforme sa douleur en émotion brute et Lexi d'une certaine manière transforme sa douleur en écriture et analyse de sa sœur. Après on revient sur Roux qui est à l'église, qui va à l'église en fait suite à la, elle va voir le gars qui doit faire la photocopie de la clé, enfin l'imprimante 3D de la clé, et il lui dit de revenir dans une heure, donc elle va dans une église. Franchement cette scène m'a encore marqué, le jeu de Zendaya, je le répète, il est vraiment époustouflant. Roux reçoit un appel de sa mère et commence enfin à parler de rédemption. Elle dit qu'elle croit encore en Dieu, qu'elle veut être pardonnée, qu'elle a peur d'avoir gâché sa vie, qu'elle voudrait recommencer, qu'elle veut être libre, elle s'en veut vraiment d'avoir été une enfant comme elle a été, d'avoir gâché un peu la vie de sa mère. Zendaya joue incroyablement ça bien. Zendaya, franchement, c'est vraiment un rôle fait parfaitement pour elle. On ressent une vraie souffrance. Mais honnêtement, ces scènes m'ont aussi fait peur parce que dans énormément de séries, quand un personnage s'ouvre comme ça, euh, avec sa mère, tout ça, dit vouloir commencer à vivre, changer, ça annonce parfois une tragédie. Et vu qu'il reste seulement 2 épisodes, je commence vraiment à avoir peur pour Ro. Après, on passe du côté de Nate, qui devient de plus en plus instable. Il détruit les plantes protégées sur son terrain avant de se faire retabasser par un membre du gang. Ça devient un running gag à tous les épisodes qu'il y a quelqu'un qui vient de tabasser. C'est un truc de ouf. Et franchement, le personnage, il est méconnaissable par rapport au début de la série. Avant, il faisait peur, c'était un bully. Et là, maintenant, il est vide, perdu. Et avec le doigt, avec la bague envoyée à Cassie, bah franchement, là, clairement, la série bascule presque dans le thriller psychologique avec cette partie-là entre la Cassie et Nate. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, Nate est vraiment, vraiment dans la merde. Après, on revient du côté d'Alamo et Roux, du coup. Alamo demande ensuite à Roux d'aller récupérer le matériel chez Laurie, car d'après lui, c'est le plan de Roux, donc elle doit le mener à terme. Mais juste avant, un mec pose un rat mort devant elle. Évidemment, en anglais, rat, ça veut aussi dire balance, un snitch, une balance. Alors, un rat, c'est une balance. Donc clairement, peut-être que Alamo commence à soupçonner quelque chose. Puis son bras droit raconte l'histoire du serpent qui a arrêté de manger parce qu'il préparait quelque chose de beaucoup plus gros. Et franchement, cette scène est glaçante, parce qu'elle résume totalement la vision du monde d'Alamo. Personne n'est réellement honnête. Tout le monde cache quelque chose. Et quand il termine par tu vas bien ouvrir ce coffre, hein, et qu'elle lui répond oui, il lui dit j'aurais pas aimé mentir à ta mère. Et là, Roux comprend qu'elle est peut-être déjà condamnée s'il découvre la vérité. Car ça veut dire que le bras droit, enfin l'équipe d'Alamo est en contact avec sa mère et que c'est pour ça que sa mère était en fait si inquiète qu'elle l'a appelé au téléphone. Donc on arrive à la fin de l'épisode et c'est un final, visuellement c'est magnifique. Mon roux écoute un discours religieux en voiture, la cassette déconne, donc elle s'excite un peu dessus, elle perd un peu le contrôle, donc il fait nuit et elle perd un peu le contrôle du véhicule et il y a un poids lourd qui arrive en face. Elle l'esquive de peu mais elle fait une sortie de route et la voiture est KO. Et en fait elle sort de la voiture un peu chamboulée et là elle voit un arbre magnifique qui se met à prendre feu. Et impossible de ne pas penser au buisson ardent dans la Bible. Et honnêtement, la scène peut être interprétée de plein de façons. Ça peut être un signe de Dieu, une hallucination, une sorte de renaissance, un avertissement, un jugement. Mais visuellement, la scène, elle est incroyable. D'ailleurs, le travail sur cette saison 3, on voit vraiment la différence entre les 2 premières saisons et la saison 3 visuellement. Les couleurs, les lumières, les contrastes, le côté presque irréel. Cette saison, pour moi, est vraiment folle au niveau de la mise en scène. Je sais pas qui c'est le directeur photographique, mais vraiment, c'est quelque chose. Après, franchement, cet épisode-ci de Forêt donne vraiment l'impression que tous les personnages arrivent au bord du précipice. Rouge cherche enfin le pardon. Alamo devient de plus en plus paranoïaque. Cassie essaie de survivre émotionnellement. Ned s'auto-détruit totalement. Et seulement avec 2 épisodes restants, honnêtement, j'ai l'impression que la série prépare quelque chose de vraiment tragique. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode? Est-ce que aussi, comme beaucoup de personnes, vous pensez que cette saison 3 est en dessous des 2 autres?
Moi, j'attendrai d'avoir le final, j'attendrai d'avoir la conclusion, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est moins incisif, mais j'apprécie vraiment, c'est du HBO, c'est de très bonne qualité, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être en dessous pour l'instant des deux premières saisons. Donc on verra comment ça se conclut tout ça. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. C'était votre gars Wostar pour le relais du multiverse. Ciao.